Bonjour à vous, élèves et professeurs de Saint-Sébastien, et bienvenue sur notre nouveau projet de groupe en histoire. Aujourd'hui, nous traiterons de la vie de Nelson Mandela et de ses combats, mais aussi de la situation en Afrique du Sud. Notre équipe est composée de Pierrick et de moi-même Lazare. Tout d'abord, nous commencerons par une introduction détaillée sur le contexte historique et politique de l'Afrique du Sud. Puis, nous vous parlerons de l'enfance de Nelson Mandela. Ensuite, nous vous expliquerons le combat de ce dernier contre l'apartheid. Nous poursuivrons avec la situation actuelle des Noirs en Afrique du Sud. Et enfin, nous conclurons avec les hommages qui lui sont adressés et l'héritage qu'a laissé ce grand homme pour les générations futures. C'est parti! Faisons dans un premier temps un bref résumé de l'histoire de l'Afrique du Sud. Le territoire sud-africain est découvert en 1488 par le navigateur portugais Bartolomeu Dias, qui s'avance jusqu'au cap de Bonne-Espérance. S'ensuivent plusieurs expéditions jusqu'en 1652, date qui correspond à l'implantation définitive des Européens sur le territoire. Cette colonisation est marquée par l'installation d'une station de ravitaillement pour le compte de la Compagnie hollandaise des Indes orientales. Rapidement, le commerce s'étend et des esclaves sont importés d'Europe pour pallier au manque de main-d'œuvre. Le 31 mai 1910 est créée l'Union d'Afrique du Sud, qui réunit alors les 4 différentes colonies britanniques du sud de l'Afrique. Une démocratie parlementaire est mise en place, calquée sur le système des Westminster, appliqué déjà en Grande-Bretagne. Pourtant déjà, des disparités se font observer. Les chiffres sont révélateurs. 87% des terres appartiennent soit à des personnes de couleur blanche, soit à des administrations publiques, essentiellement composées de personnes de couleur blanche. Aux élections générales, tous les candidats sont blancs, à l'image de leurs votants, pour la simple raison que les Noirs ne peuvent pas voter. C'est dans ce contexte particulièrement difficile que Nelson Rolihlahla Mandela voit le jour le 18 juillet 1918 dans le petit village de Mvezo. Village d'un peu plus de 800 habitants, Mvezo se situe au bord de la rivière Mbache, à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Mtata, capitale du Transkei, dans la province de l'actuel Cap-Oriental, en Afrique du Sud. Nelson Mandela est issu d'une famille royale. Rolihlahla devient le premier membre de sa famille à fréquenter une école et son institutrice, selon une pratique courante à cette époque, lui donne le nom de Nelson. Nelson Mandela dira, le premier jour d'école, mon institutrice Miss Madingham nous a donné à chacun un nom anglais. C'était une coutume chez les Africains à cette époque, et elle était sans doute due au penchant anglais de notre éducation. Ce jour-là, Miss Madingham me dit que mon nom était Nelson. Pourquoi m'a-t-elle donné ce nom en particulier? Je n'en ai aucune idée. L'enseignement dispensé dans cette école méthodiste lui permet de recevoir une éducation à la fois africaine, traditionnelle et européenne. Une fois diplômé de cette école, il rejoint l'université de Fort Hare, la seule université acceptant les Noirs, pour y entamer les études de droit. Durant ses études, il s'intéresse à plusieurs partis politiques et adhère au Parti communiste sud-africain. Il adhère également à la doctrine de non-violence de Gandhi. Cette doctrine fut un point de départ pour sa lutte contre l'apartheid et le colonialisme. Nelson Mandela était un très bon élève. Sa rigueur lui a fait intégrer le conseil représentatif des étudiants, et il est même diplômé par le vice-premier ministre John Smuts. Peu après ça, il évite son mariage forcé en fuguant pour la ville économique de Johannesburg. Grâce à ses contacts, il intègre un cabinet d'avocats tout en continuant ses études à l'Université d'Afrique du Sud pour sa licence et commence de nouvelles études de droit à l'Université de Witwatersrand. En 1934, des anthropologues et des linguistes de l'université de Stellenbosch inventent un concept social et politique. Ils proposent de séparer géographiquement, politiquement et économiquement les Noirs et les Blancs d'Afrique du Sud. C'est l'apartheid. Au cours des années 30 et 40, les tensions s'accroissent entre les populations noires et populations blanches d'Afrique du Sud. Les hommes et femmes blancs du pays sont minoritaires. Ils sont anglophones, lusophones, c'est-à-dire originaires du Portugal, ou afrikaners, les citoyens d'ascendance néerlandaise.
Ils craignent tous la puissance de la démographie africaine et d'une population noire qui pourrait se soulever face à la misère et ainsi balayer leur langue, leur culture, leurs institutions, mais aussi leur manière de vivre. En 1948, de manière inattendue, le Parti afrikaneur remporte la majorité des sièges du Parlement. Leur objectif principal va alors être de défendre le peuple blanc d'Afrique du Sud, en renforçant la suprématie raciste blanche pour sa sécurité et en s'unissant au Parti national. C'est ainsi que débute la politique de l'apartheid. Pour le premier gouvernement nationaliste de 1948, l'objectif de l'apartheid est la division du territoire en deux parties. D'un côté, les populations dites de couleur, et de l'autre, les blancs. Il décrit alors deux territoires autonomes et libres. Pourtant, la réalité en est tout autre. Les suprémacistes blancs nomment un ministre des Affaires indigènes, qui est en quelque sorte le chef des Africains du pays, puisqu'il détient un pouvoir total sur l'ensemble d'entre eux. Plus encore qu'auparavant, les Noirs d'Afrique du Sud vivent dans la misère en étant progressivement dépouillés de leurs droits. Ainsi, rappelons-le, seuls 13% du territoire leur appartiennent, essentiellement des terres privées de richesses naturelles, mais aussi d'industrie et surtout sans accès au commerce international. Avec une économie peu viable et une pauvreté grandissante, ce système n'est que purement illusoire. Des populations noires entières vont être enfermées, entassées dans des territoires minuscules, sans dynamique et sans espoir de renouveau. L'apartheid va durer 44 ans et va prendre totalement fin en 1992 lors de son abolition par référendum. Ce combat est celui de Nelson Mandela. En effet, il a passé sa vie à lutter contre l'apartheid. Même en prison, où il passera 30 ans de sa vie, il continuera son combat car il est rempli d'espoir et est persuadé que ça en vaut la peine. Oui, ce grand homme est allé en prison. Considéré comme un terroriste sabotant des missions pour éviter les conflits armés, il sera envoyé dans la prison de Robben Island où il purgera 18 ans d'enfermement et de travaux forcés. Puis, il sera transféré à la prison de Portsmouth, dans une banlieue du Cap, territoire britannique où il fera 9 ans de prison. Il sera libéré en 1990, après 27 ans, alors qu'il s'était condamné à la perpétuité. Et 3 ans plus tard, il reçoit son prix Nobel, et Nelson Mandela devient le symbole de la liberté. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est une république, pour laquelle un président est élu pour 5 ans par suffrage universel sans distinction de couleur. Pourtant, beaucoup d'inégalités persistent dans le pays, qui a du mal à se remettre de l'apartheid. Des recherches effectuées entre 2011 et 2015 montrent par exemple que les inégalités salariales se sont accrues en dépit de l'abolition du régime discriminatoire en 1994 dans le pays le plus industrialisé d'Afrique. Le rapport précise que le salaire mensuel moyen des Noirs, qui représente 80% de la population, s'établissait en moyenne, pour la période considérée, à 422 € par mois, contre 1506 € par mois pour les Blancs. Malgré l'émergence d'une classe moyenne, 20% des foyers noirs vivent dans une extrême pauvreté, contre 2,9% des foyers blancs, selon l'Institut sud-africain des relations entre les races, l'IRR. Le chômage frappe 41% des Sud-Africains noirs contre 11% des Sud-Africains blancs. Seuls 10% des ménages noirs bénéficient d'une couverture médicale contre 71% des ménages blancs. De plus, la minorité blanche, qui représente 8% de la population sud-africaine, posséderait 72% des terres agricoles, contre 4% pour les Noirs. Les exemples sont nombreux pour démontrer le fait qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. La jeune République doit encore se construire et réduire les inégalités qui persistent entre blancs et noirs, pour ainsi pouvoir pleinement incarner sa devise, l'unité dans la diversité. L'annonce de la mort de Nelson Mandela, ancien président sud-africain et prix Nobel de la paix, a suscité de nombreuses réactions très émues partout dans le monde. En effet, ce grand homme a reçu le prix Nobel de la paix en 1993.
Il est considéré comme l'un des héros de l'Afrique du Sud, grâce à son honorable combat pour l'élimination pacifique du régime de l'apartheid et pour l'établissement des fondations d'une Afrique du Sud nouvelle et démocratique. Son décès en 2013 a affecté la planète entière, que ce soit en Afrique du Sud, où le président a organisé une cérémonie en l'honneur du premier président sud-africain noir. Un an après le décès de Nelson Mandela, les Nations Unies ont voulu créer un prix en l'honneur de M. Mandela, le prix Nelson Mandela. Ce prix récompense les personnes qui consacrent leur vie au service de l'humanité via la promotion des objectifs et principes des Nations Unies. Nous touchons à la fin de notre vidéo, mais avant, faisons un point sur l'héritage qu'a laissé M. Mandela sur ceux qui perpétuent son combat. La journée internationale Nelson Mandela est célébrée le 18 juillet de chaque année. C'est un rappel que le travail entamé par Mandela n'est pas fini, une opinion que Mandela lui-même partageait. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres, écrivait-il dans son autobiographie. La véritable épreuve pour notre attachement à la liberté vient de commencer.